Le plan de développement de la RDC d'ici 2040, couché dans un ouvrage publié par quelques professeurs d'une université Belcampus et autres experts, ils s'inscrivent dans la logique d'accompagner le pays dans leur secteur pour son épanouissement. Les principaux partis politiques du Nord-Ubangi ont organisé une marche ce mercredi pour réclamer l'effectivité de la démission du gouverneur. Il est soupçonné d'entretenir le flou au sommet de la province après sa propre décision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Deuxième jour des travaux des États généraux de la communication et médias. Les échanges se poursuivent dans les commissions avec un climat de débat constructif pour les bonnes réformes du secteur médiatique congolais. Jean-Marie Kassamba, vice-président du comité national d'organisation et président de la commission de la définition de la politique nationale de la communication, salue l'implication personnelle du chef de l'État et du gouvernement avant de remercier tous les secrétaires de l'UNPC et tous les journalistes de Kinshasa pour leur intégration et complicité. Il a été interviewé par Jonathan Tsobo. C'était une bonne chose que le président de la République soit lui-même présent pour l'ouverture de ces travaux. Plutôt, je suis optimiste parce que vous avez vu que durant quasiment cette deuxième journée, nous avons travaillé dans une sérénité. Le ministre lui-même est venu, il a participé au débat. Tous les spécialistes ont travaillé jusque tard, on vient à peine de terminer. Demain, nous serons là, 9h, pour continuer ce travail. Et donc, moi, je suis très confiant et très rassuré que les recommandations qui seront formulées vont changer radicalement ce qui se passe maintenant. Il n'y a pas de malaise à voir au sein de l'UNPC. L'UNPC, comme le comité scientifique l'avait dit, reste le cadre fédérateur du métier des journalistes. L'UNPC reste le seul cadre qui octroie la carte des journalistes en RDC et qui est le seul cadre d'autorégulation pour la discipline. Ça sera renforcé, notamment au cours du congrès extraordinaire qui va se tenir après ces états généraux. Et donc, d'ailleurs, l'UNPC gère les deux grandes commissions de ces états généraux. D'abord, la commission de textes juridiques. Ensuite, la grande commission que moi, je suis en train de présider en ce moment sur la définition de la nouvelle politique. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce qu'il n'est pas question ici de remettre en cause l'UNPC, bien au contraire. C'est le renforcement de l'UNPC qui est à l'ordre du jour. Tout le monde doit travailler, s'il est venu travailler dans une sérénité. Je pense que beaucoup de gens avaient tort d'avoir un agenda en ce qui concerne les états généraux. Ici, la proposition du ministre Mouyaya était encore de redéfinir le nouveau narratif de notre pays. C'est un travail pour notre État. Le développement de la RDC est une affaire de tous et les scientifiques congolais l'ont si bien compris. Pour y arriver, quelques professeurs et experts congolais ont, à l'initiative de l'Université technologique Belcampus, publié et présenté l'ouvrage intitulé « Plan Congo démocratique émergent Horizon 2040 », une véritable richesse pour accompagner le gouvernement et répondre à l'appel du chef de l'État. Ces documents riches en connaissances ambitionnent de faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2040 en mettant en lumière 156 programmes, 314 projets et 1835 actions. Le plan Congo démocratique émergent Horizon 2040, un ouvrage écrit par les experts et professeurs congolais sous les auspices de l'Université technologique Belcampus, propose par exemple de consolider et développer 4 fondations de la croissance, à savoir le capital humain, la gouvernance, les réformes institutionnelles, les ressources énergétiques et les infrastructures. Le chef de l'État avait insisté pour que les universités et les centres de recherche de la RDC accompagnent le gouvernement, aident le gouvernement à redresser les choses dans le cadre de la définition des politiques et de leur mise en œuvre, des politiques de développement. Ce travail, c'est notre contribution en tant que structure scientifique au nom de la communauté scientifique universitaire de la RDC. Belcampus avait pris l'initiative d'élaborer ce plan Congo démocratique émergent et nous avons fait avec un comité scientifique de 12 experts pour rédiger ce document de 1351 pages en 17 chapitres où non seulement nous avons évalué ce que va coûter ce plan d'émergence secteur par secteur, mais surtout, et c'est le plus important,
c'est l'innovation. Nous avons dit là où l'État doit aller chercher l'argent pour financer ce plan d'émergence, comme le font tous les autres pays africains tout autour de nous. Cet ouvrage scientifique ambitieux s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle de rebâtir un Congo démocratique économiquement fort, régi par une gouvernance publique qui met l'homme au cœur de toute action gouvernementale. Les serviteurs de Dieu de la province du Nord-Ubangi ont officiellement écrit au président de la République pour qu'il prenne acte de la démission du gouverneur Isato Zege. Il s'est tenu ce mercredi une marche pour les mêmes revendications, marche portée par les principaux partis politiques de cette province, dont le MLC et l'UDPS, mais aussi des mouvements citoyens. Chef de l'État de prendre acte de la démission volontaire du gouverneur Isato Nzege à la tête de la province du Nord-Ubangi et soutenir la dernière déclaration du serviteur de Dieu adressée au président de la République sur la cacophonie qui caractérise la province. Telles sont là les principales revendications de la marche pacifique organisée ce mercredi 26 janvier 2022 à Gbadolité, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi. Une initiative de la coalition dénommée Délivrons le Nord-Ubangi qui regroupe à son sein les forces sociopolitiques, à savoir le MLC, le MCR, l'UDEMO, la GDK, la Lucha et le M14. Ceci dans le but d'éviter la mégestion élue domicile dans le Nord-Ubangi. C'est à la place de l'unité des Gbadolité que cette marche pacifique est partie pour chuter au gouvernorat du Nord-Ubangi où un mémo a été lu et déposé au ministre provincial de l'Environnement faisant intérim du gouverneur Liévin Maloba. Sur les banderoles des manifestants, on pouvait lire « Nous sommes engagés jusqu'au sacrifice suprême pour sauver le Nord-Ubangi et personne ne nous imposera un voleur comme gouverneur. » Fin de citation. Jean-Marie Ndame, porte-parole de l'UDPS Fédération du Nord-Ubangi. Comment ça se passe que quelqu'un qui se s'attend au bout de ses capacités a volontairement fui ses responsabilités en déposant sa démission? Quelqu'un rejeté par toute l'Assemblée provinciale, par tous les sénateurs et par la majorité des députés nationaux de sa province, par les confessions religieuses, par les principaux partis politiques de l'Union sacrée, par l'ensemble de la population, soit imposé en dépit de sa propre démission. Rappelons que Isato Nzege, gouverneur de la province du Nord-Ubangi, avait démissionné de ses fonctions, évoquant l'acharnement de l'Assemblée provinciale contre sa personne, quelques heures seulement avant le vote de la motion de censure contre tout son gouvernement. Mais le vice-ministre de l'Intérieur l'a choisi pour assurer son propre intérim jusqu'à l'organisation de l'élection du gouverneur. Situation à la base des crises dans la province du Nord-Ubangi avec plusieurs conséquences. En séjour dans le Haut-Katanga, l'ambassadeur de Norvège et celui de Pays-Bas ont été reçus en audience ce mercredi par le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kabula Katwe. Ensemble, ils ont parlé de la politique de développement de cette province. Les deux diplomates, Jolkes Opewal et John Adje Oislebo, respectivement ambassadeurs du Royaume des Pays-Bas et de Norvège au Congo démocratique, ont échangé avec le gouverneur Jacques Kabula Katwe sur les défis de développement du Haut-Katanga, qui est une province stratégique de la République démocratique du Congo. Jacques Kabula Katwe a saisi l'opportunité pour présenter à ses diplomates les potentialités dont regorge sa province. Et on a échangé avec le gouverneur les défis et les grands potentiels de cette province de la RDC. On ne peut pas avoir un développement si on n'a pas une bonne politique. Une bonne politique, par exemple, pour avoir un climat d'affaires qui est attractif pour les investisseurs. Le gouverneur a dit que c'est important pour lui. Il y a un bureau ici à Katanga pour améliorer le climat des affaires. À ce niveau, nous sommes des partenaires pour encourager et pour accompagner ce développement. Au cours de cet échange, les deux diplomates ont confirmé qu'ils séjournent dans le Haut-Katanga pour soutenir le plan de développement de la province cuprifère et du pays en général, a dit l'ambassadeur norvégien en République démocratique du Congo, John Adje. Le Haut-Katanga est une province qui est un moteur du développement économique avec un dynamisme économique important. Donc il est important que nous sommes ici aussi pour chercher des possibilités où la Norvège peut soutenir le développement. La visite de ces deux ambassadeurs européens dans le Haut-Katanga dénote de l'excellence des relations entre Kinshasa et Bruxelles.
Réagissant aux résolutions du Conseil des ministres du vendredi dernier, l'ancien ministre des Mines, Willy Kitobo, estime que la décision prise d'aligner le cuivre sur la liste des substances stratégiques en République démocratique du Congo est une erreur qui coûtera beaucoup au pays dans les discussions avec les miniers, une analyse partagée dans plusieurs médias, dont Télé 50. En sa qualité de ministre honoraire des Mines et professeur en polytechnique, mais aussi en sciences de l'ingénieur, Willy Kitobo Samsoni n'a pas pu se taire face aux résolutions du Conseil des ministres du vendredi 21 janvier dernier. J'ai suivi comme tout le monde la décision du Conseil des ministres. Il estime que la décision d'aligner les cuivres sur la liste des substances stratégiques en République démocratique du Congo est une erreur avec des conséquences néfastes. La décision d'aligner le cuivre sur la liste des substances stratégiques en RDC, c'est une erreur stratégique qui coûtera très cher au pays. Il faut se rappeler que lorsqu'on avait déclaré le cobalt stratégique, eh bien, les miniers avaient refusé presque de suivre ça, puisque on est passé d'un taux de 2,5 pour la redevance minière à un taux de 10%. Et donc, la plupart des sociétés avaient réagi comme mot, mais de fermer presque la société. Aujourd'hui, si on veut que le cuivre devienne une substance stratégique, il faudra donc payer 3 fois ce que l'on paie aujourd'hui comme redevance minière, ce qui ne sera pas acceptable pour plusieurs sociétés. Au sujet des autres substances stratégiques, Willy Kitobo a proposé au chef de l'État de rappeler au ministre des Mines de faire appliquer urgemment les mesures déjà prises depuis 2014. Mais quant aux autres dossiers, il faut dire que la ministre des Mines, lors de la remise des reprises, a eu tous ces dossiers de sauvegarde des marchés des substances stratégiques, le projet de lithium, le projet de niobium avec projet Loéché, le projet de centre de négoce et même le problème de l'assainissement de l'artisanat. Mais hélas, elle n'a appliqué aucun de ces dossiers dans la suite. Et une année est passée, il fallait que le président revienne là-dessus pour qu'aujourd'hui on dise que ça devient urgent. Expert dans les domaines miniers, Willy Kitobo reste ouvert à toute consultation pour les biens du pays. Katanga, la société minière Chamitumba SAS a, à travers un point de presse, dénoncé la spoliation de son site par des sujets chinois en collaboration avec certains autochtones à des fins d'exploitation illicites, faisant perdre ainsi à Chamitumba près de 50 millions de dollars américains depuis le début de leurs activités prohibées. À travers ce point de presse, les dirigeants de la société minière Chamitumba SAS dénoncent la spoliation de leur site se trouvant sur la route Cambove, à 15 km de Likasi, par un sujet chinois répondant au nom de Jimmy Yuan Jinming, ainsi que ses complices des sociétés Kalongé SARL et Kirikiri. Selon Chamitumba SAS, les personnes précitées se cachent derrière une prétendue exploitation artisanale. Dans les faits, ce sujet chinois et ses complices s'adonnent à un pillage systématique des minerais à l'échelle industrielle. Pourtant, la concession des Chamitumba est protégée par un permis d'exploitation acquis en bonne et due forme. Ils devront être pris comme tout autre investisseur à part égale et qui vient investir dans notre pays en République démocratique du Congo. Et donc, ils sont à une échelle de valeur égale. En effet, chaque jour, c'est plus de centaines de camions poids lourds qui sortent de cette carrière. Des engins lourds tels que les pelleuses et les bulldozers sont en action sur ce site. Preuve s'il en était qu'il ne s'agit nullement d'une exploitation artisanale, mais bel et bien d'une action industrielle. Actuellement, la société Chamitumba évalue ses pertes à près de 50 millions de dollars américains depuis le début de cette action qu'elle qualifie de malhonnête et hors la loi. Par ailleurs, des personnes mal avisées et mal informées ont prétendu que la famille présidentielle était également impliquée dans cette affaire, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Des investigations menées indiquent que seules les personnes précitées sont responsables de cette spoliation. L'affaire se trouve en ce moment pendante dans les juridictions compétentes. Après multiples investigations, nous avons considéré et constaté qu'il n'en était nullement le cas et que c'était des cas des imputations. Il est à noter que l'entreprise Chamitumba a mis 200 millions de dollars américains dans le développement de cette mine. Elle a déjà en outre signé le cahier de charges avec les communautés locales. Ainsi, les responsables des Chamitumba sont confiants en ce qui concerne les dénouements heureux de cette affaire. Surtout que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de l'assainissement du climat des affaires l'une de ses priorités. Non à l'exploitation des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. 0 enfants dans les mines et sites miniers de cobalt. Toutes et tous contre le phénomène.
C'est autour de ces thèmes que s'est tenue la cérémonie d'identification des enfants œuvrant dans l'artisanat minier au Lualaba dans le cadre du projet Pabea Cobalt initié par le chef de l'État lui-même. À l'initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, Madame le gouverneur AI du Lualaba a présidé la cérémonie d'identification des bénéficiaires du projet Pabea Cobalt. Ce projet consiste à la réinsertion de manière durable des enfants qui travaillent dans l'artisanat minier. Plusieurs délégations des officiels en provenance de Kinshasa et du Lualaba y ont pris part. Il s'agit entre autres des députés nationaux élus du Lualaba, des députés provinciaux, dont leur président Louis Kamweni, du conseil spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire Philippe Ngwala Milemba. Le conseil spécial du chef de l'État et la coordonnatrice de l'UCP Pabea Cobalt ont salué à juste valeur le leadership de l'autorité provinciale. Excellence, Madame le gouverneur de province, permettez-moi, Excellence, de vous dire que lors de l'audience que vous m'avez accordée à votre cabinet, j'ai été personnellement très impressionné par votre détermination à représenter valablement les chefs de l'État dans la réussite et le succès de ces projets. Son projet, votre projet, notre projet, projet de la population du Lualaba. Je cite le Pabea Cobalt. Vos efforts, dans la province de Lualaba, ne sont plus à démontrer. Madame le gouverneur intérimaire a réitéré sa détermination à booster la concrétisation de cet important projet. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à ce jour dans ce beau cadre de l'hôtel Campiaya Boma pour présider à la cérémonie officielle de lancement de l'identification des bénéficiaires directs du projet d'appui du bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Au nom du président de la République, chef de l'État, je lance officiellement l'identification de bénéficiaires directs du Pabea Cobalt au Lualaba. La RDC veut cette fois profiter aussi de ces terres rares, ces métaux utilisés dans la fabrication des produits de haute technologie. Un atelier de réflexion a été ouvert ce jour par le Centre d'expertise et d'évaluation des pierres précieuses dans le but de voir comment encadrer cette nouvelle filière et les faire profiter à la République démocratique du Congo. Reportage de Gaëtan Kobaboranzi. S'il est vrai que la RDC est une référence mondiale dans la transition énergétique pour ses minerais stratégiques tels que le cobalt et le coltan, le pays n'en est pas à sa liste exhaustive des matières premières qui rentrent dans ces nouvelles technologies. Les terres rares longtemps oubliées peuvent constituer des sources de revenus importants pour le pays. Ces métaux au nombre de 17 que l'on retrouve principalement dans l'est du pays sont l'objet de cet atelier patronné par le ministère des Mines et présidé par les CEC. Il a pour objectif réfléchir sur les moyens d'encadrement de ces matières rares. Étant au centre d'expertise, la direction générale, que dirige le directeur général Mwamba, a estimé qu'il fallait mettre les différents intervenants dans la chaîne, tous ces grands experts. Nous nous retrouvons à côté des grands éminents. Nous avons estimé que nous devons réfléchir. Il ne faut pas qu'on brade nos ressources. Nous devons les commercialiser de manière à ce que les recettes entrent dans l'État congolais et permettent au gouvernement de remplir ses exigences pour la construction des infrastructures. À l'échelle mondiale, les terres rares sont considérées comme des métaux stratégiques à cause notamment du boom numérique. Aujourd'hui, pratiquement l'ensemble du moteur, ils ont besoin de la monazite et ça se trouve toujours en RDC. Il est difficile pour l'heure de dire combien le pays peut gagner en extrayant ces minerais. Les différents experts du CEC, des géochimistes et autres scientifiques réfléchissent sur un nouveau schéma d'exploitation et de commercialisation. Le nouveau comité de l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane du Nord Kivu a été investi et installé ce mercredi à Goma, élu au mois de décembre 2021. Ce nouveau comité, avec à sa tête Matata Tsongo, se fixe l'objectif de travailler pour l'intérêt de ses membres et va se doter dans les prochains jours d'une salle de formation. Composé d'une dizaine de membres, avec à la tête Matata Tsongo d'Alliance comme président, Blaise Itimana, vice-président et Madame Gisèle Mawete comme secrétaire, le nouveau comité
de l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane du Nord Kivu, en sigle ACADS-NK, nouvellement élu, a été installé et investi par le comité sortant au cours d'une cérémonie grandiose en présence de plusieurs personnalités et membres de cette structure. Le nouveau président de l'ACADS-NK se fixe pour son mandat de 2 ans 3 objectifs principaux. Nous allons nous atteler à ce qui nous recommande notre statut, qui est l'assistance ou bien le social de nos membres, les accompagner en cas de difficultés. Cette cérémonie a été présidée par le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, Maître David Kamoua, en charge des finances. Pour lui, le gouvernement provincial, qui compte sur la maximisation des recettes en cette période de l'état de siège, va accompagner la CAD pour atteindre ses objectifs. Je demande aux régies financières ainsi qu'aux autres services étatiques et para-étatiques qui sont ici de considérer les contribuables ainsi que leurs représentants de la CAD pour ce qui concerne les importations et les exportations, non pas comme des adversaires, mais plutôt comme des partenaires avec lesquels nous devons travailler. On prit part à cette activité les membres de la CADS-NK venus de postes frontaliers de Bunagana et Ishacha. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru, Kasindi en territoire de Beni, mais aussi dans la ville voisine de Bukavu au sud Kivu. Joseph Kokonyengi continue de propulser son parti politique dans les rangs des plus grands dans le pays en vue de se concentrer sérieusement sur les élections de 2023. L'ultra-kabiliste a procédé encore une fois à des mises en place au sein de la pays, dont sa fédération du Sud-Ubangi. L'Alliance des paysans et indépendants, parti ultra-kabiliste, cher à Joseph Kokonyengi, a procédé à la nomination des membres du comité fédéral dans sa fédération du Sud-Ubangi. Vu la constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, vu les statuts du parti politique API, considérant l'option levée par le bureau politique de l'Alliance des paysans et indépendants quant à la nécessité de redynamiser le parti sur l'ensemble du territoire national en vue de matérialiser son implantation totale pour gagner les élections générales en 2023, considérant les rapports des forces politiques en présence dans la province du Sud-Ubangi, vu la nécessité et l'urgence, sont nommés membres du comité fédéral, les camarades dont les noms et post-noms suivent. Mombele Bembi Alikijak, président fédéral, Dembele Nandoye Séraphin, président fédéral adjoint, Webina Ngandali Cyprien, secrétaire exécutif fédéral, Moboka Masenge Célestin, secrétaire fédéral en charge du processus électoral, Maboso Essolé Léa, secrétaire fédéral en charge de l'agriculture et du paysanat, Apimba Lomana Anastasie, secrétaire général en charge du genre, famille et enfants, Ibaza Moyundo Jean-Claude, secrétaire fédéral en charge de la jeunesse et sport, Nganda Kwebolo Jean-Pierre, secrétaire fédéral en charge de la mobilisation, propagande et animation politique, Belazuko Mbilazo Anissé, secrétaire fédéral en charge des stratégies, le secrétaire général adjoint chargé de l'administration et finances et chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur dès la date de sa signature. À Kinshasa, le 25 janvier, pour le secrétaire général en mission, visa de l'autorité morale, l'honorable professeur Joseph Kokonyengi Witanene, professeur de pétrologie et géologie économique. La Direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa, DGPEC en sigle, a lancé officiellement l'opération d'identification des dispositifs publicitaires dans la capitale, sa juridiction. Avec cette opération, la DGPEC remplit sa mission première et tient à renforcer son autorité pour avoir les moyens de sa politique. Dans le but d'assainir le paysage publicitaire de la ville de Kinshasa, la Direction générale des publicités extérieures de Kinshasa, DGPEC en sigle, a lancé une opération de réglementation dans son secteur. Pour atteindre cet objectif, la DGPEC a lancé officiellement l'identification de dispositifs publicitaires à travers la vente de plaques d'immatriculation pour les panneaux muraux, les panneaux routiers, les engins roulants avec vignettes de publicité. La Direction générale de la DGPEC a prévenu sur tout dysfonctionnement éventuel. Tout dispositif publicitaire qui ne portera pas de plaques d'identification sera désormais simplement démantelé pour assainir la ville. La Direction générale de la DGPEC s'est dit déterminée et travailler pour la régularisation du secteur publicitaire dans la ville-province de Kinshasa et ainsi doter la DGPEC des moyens de sa politique.
Notre mission de régulateur de la publicité extérieure de la ville de Kinshasa consiste à maximiser les recettes afin de doter la ville des moyens de sa politique d'une part et d'autre part de rendre viable ce secteur conformément à son plan cadastral en vigueur. C'est pourquoi la DGPEC entend s'activer pour capturer non seulement les recettes du secteur pour l'exercice en cours, mais surtout récupérer les créances de la ville des années antérieures, j'entends 2020 et 2021. Pour l'année 2022, la DGPEC est déterminée à jouer un rôle prépondérant dans la réglementation du secteur de publicité dans la ville de Kinshasa. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le ministère de l'économie nationale a annoncé officiellement la révision des prix des carburants dans la zone d'approvisionnement ouest. C'est là consécutivement au mouvement observé au niveau mondial. Le plan de développement de la RDC d'ici 2040, couché dans un ouvrage publié par quelques professeurs de l'université Belcampus et autres experts, ils s'inscrivent dans la logique d'accompagner le pays dans leur secteur pour son épanouissement. Les principaux partis politiques du Nord-Ubangi ont organisé une marche ce mercredi pour réclamer l'effectivité de la démission du gouverneur. Il est soupçonné d'entretenir le flou au sommet de la province après sa propre décision. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.